Ok Charlotte, let's go. Let's go. Bienvenue sur Dual. Merci. C'est trop cool que tu sois avec nous ce matin. Pour commencer, je te propose de te présenter et de présenter ton parcours professionnel jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, je m'appelle Charlotte, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants, et puis j'ai commencé par un apprentissage de 3 ans en tant que gestionnaire du commerce de détail. Ensuite, j'ai changé de domaine, je me suis mise dans un poste d'employé de commerce. Et puis suite à ce poste-là, j'ai fait plusieurs sociétés et puis j'ai fait une autre formation en école supérieure d'économiste d'entreprise. Et puis maintenant, je suis responsable RH dans une société de transport. Ça, Voilà. C'est un super parcours. J'ai plein de questions. Comment est-ce que tu as trouvé ton apprentissage? Dans le sens, comment est-ce que tu as trouvé la place? Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que c'était évident pour toi d'être dans la vente? Parce que gestion de commerce de détail, c'est ça, c'est plutôt de la vente, on dira. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est goupillé? Comment tu étais quand tu étais à l'école obligatoire? Alors, ça s'est fait pas par réellement un choix de carrière en me disant voilà, je veux faire gestionnaire de commerce depuis toujours. Ça s'est fait simplement parce que j'avais un rêve et depuis toute petite, je voulais travailler en tant que policière à la police de Lausanne. Et puis, pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir faire un apprentissage avant, justifié d'une formation post-obligatoire. Donc, je me suis dit que j'avais plein de CFC à disposition, que employé de commerce, c'est pas quelque chose qui m'attirait, en tout cas au début. À 15 ans, c'est vraiment pas quelque chose. Je me suis dit, assise derrière un ordinateur, c'est vraiment pas quelque chose qui me correspond. Je voulais quelque chose qui bouge, quelque chose où on était debout, où c'était vivant, où il y avait du contact aussi avec les autres. Du coup, j'ai fait plusieurs stages en tant que gestionnaire du commerce de détail. Ça m'a plu, je me suis dit que je me voyais bien dans cet apprentissage-là, et puis voilà, j'ai commencé à chercher un petit peu dans la région lausannoise des sociétés, des magasins aussi qui m'allaient ou qui étaient assez grands et où je me suis dit voilà, dans ce magasin-là, je me vois bien y travailler. Donc j'ai fait, à la suite de ces stages, j'ai trouvé donc chez Shield à Lausanne, un magasin qui n'existe plus maintenant, mais qui était à la place de la Palue. Ok, trop bien. Qu'est-ce que c'était comme type de magasin? Vous vendiez quoi pour les gens qui connaissent pas cette entreprise? Alors c'était un magasin sur 6 étages, 4 étages destinés à la mode féminine et puis 2 étages sur la mode masculine. Et lors de mon stage chez eux, il y avait justement 2 places, une place pour mode femme ou une place pour mode homme, et j'ai décidé d'être sur mode homme. Donc Ok. je travaillais sur ces 2 étages-là. Il y avait un étage un petit peu plus casual, des habits un peu plus de tous les jours, et puis un étage plus business avec des complets, des cravates et des costumes sur mesure. Ok. Donc c'était un magasin de prêt-à-porter ou c'était la marque Shield qui... Il y avait les deux. Il y avait les avait du prêt-à-porter, des marques qu'on retrouve aujourd'hui chez Manor ou Globus, et puis une marque propre, Shield. Et puis comment ça se passait la structure? Est-ce que il y avait une responsable par étage qui était aussi ta formatrice? Ou au contraire, est-ce qu'il y avait un directeur général et puis plein de vendeuses et puis les vendeuses bougeaient entre les étages? Raconte-nous un peu la structure et le fonctionnement. Alors, la société en elle-même, elle a plusieurs succursales. Donc, il y avait, on va dire, une centrale. Et puis après, chaque magasin était géré par une gérante. Et puis après, sur chaque étage, nous, on avait une responsable de l'étage. D'accord. C'est elle qui s'occupait un petit peu d'établir le réassort nécessaire, les commandes, de voir aussi, de gérer le chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Et puis moi, j'avais une responsable d'apprentissage qui était la gérante de tout le magasin. Mais après, comme je travaillais sur les étages hommes uniquement, principalement, on va dire, les vendeuses qui étaient sur cet étage-là, ou la responsable vendeuse de l'étage, c'est vrai que c'était la personne avec qui je travaillais le plus. Ok, moi j'avais aussi ça. C'était le patron général qui avait le droit de former et puis après j'avais des responsables qui s'occupaient de moi. Exactement.
quand on arrive à 15 ans dans la mode masculine comme ça, business, etc. Enfin, déjà, je pense que c'est intimidant parce que tu as affaire majoritairement à des hommes, mais j'imagine aussi à des femmes qui viennent acheter pour leur mari ou leur conjoint, etc. Ou leur fils peut-être. Comment ça s'est passé, ces débuts d'apprentissage? Est-ce qu'on te met tout de suite à la caisse? Est-ce que tu es responsable d'un rayon? Est-ce que tu fais que d'aller remettre des habits comme il faut, sur l'étalage? Comment ça se passait? C'était quoi tes premières tâches? Et puis l'évolution, en fait, durant ton apprentissage, les responsabilités que tu as prises de plus en plus? Alors d'abord, c'est vrai que quand on arrive dans un magasin comme ça, qui était quand même une institution, beaucoup de monde venait parce que chez Shield, ils savaient qu'ils allaient être servis, qu'ils allaient être conseillés, qu'il y avait un petit peu toujours les mêmes coupes, et puis c'est des choses qui leur convenaient bien. Donc on avait une clientèle qui était très régulière quand même, et on avait ce côté complet sur mesure. Donc aussi beaucoup de monde qui venait parce que on prenait leur taille, ils choisissaient leur tissu, ils choisissaient tout, puis on confectionnait leur complet, puis plusieurs semaines après ils venaient le rechercher. Donc c'est vrai qu'en étant à la place de la Palus, c'est quelque chose qui marchait très bien. Maintenant, moi, à 15 ans, quand je suis arrivée là-bas avec mes jeans puis ma paire de baskets, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que clairement, on m'a expliqué que ça allait pas être possible. En fait, chez Shield, c'est pantalon noir plutôt de ville, mocassin, et puis plutôt chemise ou blouse. Donc c'est sûr que c'est pas un style qu'on a naturellement, en tout cas pas moi. Et puis après, il y a aussi le budget, parce que vous aviez des bons en fait d'achat. Donc par année, c'était environ 250 francs de cartes cadeaux de ce magasin. Et puis vous deviez vous habiller exclusivement chez eux. Ouais. Après, on avait le droit de porter par exemple du noir, et puis ça pouvait venir de n'importe quel magasin. D'accord. Mais c'est pas une mode qui vous correspond, mais vous n'avez pas vraiment le choix, donc il faut s'adapter, trouver quelques habits ou quelque chose qui vous convienne. C'est pas évident. Donc c'était plutôt un positionnement assez premium, comme je le comprends, avec Exactement. déjà... Aujourd'hui, on parle d'expérience client et tout. Justement, alors, la tenue, j'imagine, les règles de politesse, l'accueil, etc. Mais comment ça se passe les premiers jours? C'est plus de l'observation, c'est du pliage? Est-ce que tu étais après amené à aussi faire de la couture, pour les costumes ou quoi? Alors au tout départ, bien entendu, c'est plutôt du rangement, du pliage et beaucoup d'observation. Après, j'ai eu quand même la chance d'avoir une responsable d'étage qui était vraiment adorable, qui m'a vraiment aidée et qui m'a aidée aussi à comprendre c'est quoi le besoin du client. Pourquoi le client, il vient chez nous et pas ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut lui amener? Et puis, toute une partie aussi colorimétrie, de conseiller le client, de se dire que s'il est satisfait, puis qu'il part avec quelque chose qui lui va réellement, il va revenir et puis il pourra revenir seul, et puis on saura sa taille, on connaîtra ses goûts. Enfin, ça permet d'apprendre beaucoup sur les gens. Et puis, après cette partie observation et pliage, il y a toute une partie aussi où faut se lancer. On n'a pas le choix. Il y a des moments sur la surface de vente, on est seul. Les collègues sont partis manger, ou bien il y en a une qui est malade, qui est absente et en vacances. Donc assez rapidement, on se retrouve un peu tout seul, pas toute la journée, mais une période de temps. Et puis il faut se lancer parce qu'il faut servir ses clients. Puis ces clients qui viennent et qui d'habitude ont d'autres vendeuses, ils aiment bien être conseillés pareil. Et justement, vous aviez déjà une forme de CRM quand tu dis que vous connaissiez les tailles et tout. Vous aviez, j'imagine, il y avait de l'informatique, mais peut-être moins qu'aujourd'hui. Vous faisiez quoi? Vous aviez des sortes de casiers avec les mensurations des messieurs? C'est un peu ça. On avait un cahier, c'était un stylo, une feuille, un cahier avec les noms des personnes, et puis on mettait leur taille pour ceux on savait qui venaient régulièrement. Ouais. Et comme ça, on avait tout sur eux. C'était
un abécédaire avec le nom du client. Après, eux, ils avaient des cartes de membres. Ouais. Donc, on avait tout. Quand on scannait leur carte de membre, on avait leur nom, leur adresse, leur contact. Mais ça s'arrêtait là. Tout ce qui était taille, couleur, préférence, chemise, manche longue, manche courte, ça, c'était consigné par nous-mêmes. Et puis, donc c'était un apprentissage de 3 ans. Oui, c'est juste. Comment tu te sentais parce que voilà, quand on est une jeune fille comme ça à 15 ans et qu'on ressort de l'apprentissage à 18 ou 19 ans, voilà, on est une autre personne et je pense qu'on a vécu, on a été vraiment un peu lancé dans la jungle, quoi. Enfin, surtout dans la vente, j'ai l'impression que c'est beaucoup de responsabilités et vite. Puis à ce côté un peu, débrouille-toi, quoi. C'est vraiment ça, et c'est surtout que à 15 ans, clairement, on sous-estime tu travailleras les samedis, et puis surtout, les périodes de Noël, tu vas travailler beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis, les périodes où il n'y a pas de cours, parce que finalement, en apprentissage, c'était comme ça, mais il me semble que ça reste comme ça. Bien sûr. Pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de cours. Non. Donc, c'est aussi, mine de rien, 2 jours de plus sur la surface de vente, dans le lieu d'apprentissage. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu dur, parce qu'on passe d'une scolarité normale à vraiment, on travaille tous les jours et on travaille toute la semaine. Ouais. Vous avez un jour de congé dans la semaine, mais il n'est pas forcément régulier. Une fois, vous avez congé le lundi, une fois le mercredi, une fois le jeudi. Donc voilà, il faut s'adapter, puis il faut trouver des solutions d'organisation aussi de vie privée. Ouais. C'est pas évident. Justement, toi, t'habitais Lausanne, donc t'allais quoi ? T'allais en transport public à ton travail ? Comment ça se passait ? Exactement, en bus, en M2, et puis un petit bout à pied. Et puis très vite, j'ai passé mon permis scooter, qui m'a permis de me parquer en dehors, enfin à proximité, on va dire, de la ville. Mais c'était bien. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'ai habitant plus en ville de Lausanne, je pense que ça serait très compliqué d'avoir ce rythme-là, et puis de tout parcourir en transport public le samedi, la semaine, enfin compliqué. À la fin de ton apprentissage, c'était quoi tes perspectives ? T'as dit avant que tu t'étais lancé après, enfin que t'avais plutôt eu un rôle d'employé de commerce ensuite. Tu vas nous expliquer où et comment. Est-ce que tu en as eu un peu un ras-le-bol de la vente ou de cet univers ? Parce que la vente, c'est général. Hein. Enfin, tu aurais pu être vendeuse à la Coop ou chez Oxner Sport. Enfin, voilà. Tu en as eu un espèce de ras-le-bol de ce domaine du prêt-à-porter, de la mode, etc. Ou alors, au contraire, tu avais déjà des perspectives sur quoi tu voulais t'orienter après avec ton HES. Enfin, raconte-nous un peu la fin de ton apprentissage et puis les perspectives que tu avais déjà à ce moment-là. Alors pour moi, cet apprentissage, c'était un objectif d'obtenir un CFC. C'était vraiment le plus grand objectif pour pouvoir rentrer à la police de Lausanne. C'est vraiment ce qui m'a poussée à faire un CFC, c'était ça à la base, parce que je ne me voyais pas faire le gymnase et que je ne me voyais pas faire un apprentissage d'employé de commerce. Donc j'ai vraiment fait cet apprentissage dans ce but-là. Oui. La vie a fait que je ne travaille pas à la police de Lausanne, mais c'était cet objectif. Une fois que j'ai terminé mon apprentissage, que j'ai fait j'ai testé 3 fois en fait de rentrer à cette police. D'accord. 3 fois j'ai tout passé, donc toutes les épreuves écrites, sportives, tout. Et 3 fois, vous avez à la fin de ces épreuves un entretien avec le commandant de la police de Lausanne. Oui. Et ces 3 fois-là, il m'a dit non, mais en fait, vous êtes encore trop jeune. Il faudrait travailler un petit peu avant, il faudrait prendre de la bouteille, en fait, finalement, avant de pouvoir rentrer. Donc, c'était très frustrant. Et au bout de 3 fois, je me suis dit, bon, il faut quand même travailler à côté parce que mon apprentissage était terminé. Et il va falloir vraiment trouver quelque chose qui te plaît et que tu aimes. Et que dans la finalité, si tu ne réussis toujours pas à rentrer dans cette police de Lausanne, il va falloir travailler. Donc, mais là, c'était pour rentrer à Savatan, enfin, c'était pour faire l'école de police. Exactement. C'est tous les combien de temps qu'on peut se présenter quand tu dis que tu as essayé 3 fois ? Chaque année. Donc, donc ça t'a pris 3 ans à chaque fois de... Ok. Mais après, c'est un test. Donc, le test, en totalité, vous en avez pour 2-3 jours. Oui, bien sûr, mais c'est des sessions chaque année. Donc, ça veut dire que si Exactement. tu loupes, tu dois attendre 12 mois, quoi. Exactement, c'est ça. Okay. Donc, la première fois, j'étais en 3e
4e année d'apprentissage, la première fois que j'ai essayé. Ouais. Donc, c'est là où, après le refus, je me suis dit, là, il va falloir trouver. Il va falloir faire autre chose. Et effectivement, la vente, je savais que j'allais pas y rester. C'était beaucoup de contraintes, finalement. Et puis, dans cette société, ils gardaient pas les apprentis. Donc, à la fin de l'apprentissage, on savait qu'il fallait trouver autre chose. Ouais. Donc, 6 mois avant la fin, j'ai commencé à chercher. Et je cherchais vraiment à me réorienter. Et je me suis dit, non, il faut que tu regardes peut-être employé de commerce. C'est quelque chose qui pourrait te convenir, mais finalement sans vraiment savoir, parce que je l'ai jamais fait et j'en sais rien. Donc, j'ai beaucoup cherché. J'ai fait énormément d'entretiens, énormément de postulations pour finir employé de commerce dans une société sur la sécurité des bâtiments. Ok. En tant que réceptionniste, secrétariat, téléphone, la base, on va dire. Les premiers pas, quoi, ouais. Exactement, les premiers pas dans un bureau. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup changé d'activité, de rythme aussi. Et c'était pas évident non plus. C'était aussi une grande étape. Et puis, à la suite de ça, j'ai persévéré. Et dans cette société, j'ai pu... à côté, j'ai fait un diplôme d'aide comptable. Ok. Qui n'est pas un diplôme fédéral, c'était une école privée. C'était vraiment les bases de la comptabilité. Ouais, parce que toi... c'était déjà quoi l'adresse des gestionnaires de commerce détail, les cours? C'était aussi le PCL. Ouais, c'était le PCL, mais vous n'étiez pas à la Vallée de la Jeunesse, vous étiez... Non, on n'était pas à la Vallée de la Jeunesse, on était dans la petite ruelle en dessous de l'opéra, du théâtre. Ouais, vous étiez en dessous de Saint-François. Exactement. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, peu importe. Mais, ok. Et justement, là, vous aviez de la compta un peu au cours ou pas vraiment? Très, très peu. Il faut savoir que gestionnaire du commerce de détail, vous avez beaucoup de cours de gestion de stock, d'accompagnement client, et puis français, un peu d'allemand, un tout petit peu d'allemand, économie, un petit peu. Mais ça reste base. Hein. Et les cours inter-entreprises, c'était lié à la mode et au prêt-à-porter, tes cours inter? Exactement, c'était du textile uniquement, donc reconnaître du lin, reconnaître du coton. Mon examen de fin d'apprentissage pour les cours inter-entreprises, c'était ça. C'était, on vous prend un vêtement au bol dans votre assortiment et vous me dites la composition, vous m'expliquez pourquoi et à qui il irait bien. Et puis, si vous arrivez à me donner la taille de mon pantalon de ville de l'expert qui était là, ça serait une bonne note pour vous. Fallait pas trop les grossir, j'imagine. Tu hésitais entre 2 chiffres, plutôt sur du bas. Plutôt sur du bas. Donc, réceptionniste, donc tu as fait ce diplôme en comptabilité. Et là, ça t'a permis, en fait, dans cette même entreprise de sécurité, de pouvoir tout d'un coup bouger, faire d'autres choses. Exactement. J'avais discuté avec le patron à l'époque pour lui dire que ma volonté, c'était vraiment de m'orienter dans ce domaine d'employé de commerce, que la comptabilité, de ce que j'en avais vu pendant mon emploi de secrétariat, ça m'intéressait, c'était quelque chose qui m'allait bien, et puis que j'aurais bien voulu voir s'il avait une place pour moi d'être comptable ou bien de secrétariat un peu plus. Ouais. Et puis c'était quelque chose qui lui allait aussi, c'était une société qui grandissait, il y avait de plus en plus de personnes à engager, donc la comptable en poste avait besoin d'aide, de petites mains, on dira, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, en tout cas mon poste, c'était voilà, Charlotte elle est là, elle peut un petit peu tout faire, il faut lui montrer, puis lui expliquer, puis elle fera. Et c'était un peu mon 2e apprentissage finalement. Ouais. Et là-bas, t'es restée combien de temps? Je suis restée 3 ans. 3 ans aussi. Ah ouais, c'était vraiment un autre, autre apprentissage. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup t'es partie ou que t'as eu d'autres perspectives et en fait, pendant ces 3 ans, chaque année, tu te représentais pour rentrer à l'école de police, en fait. Exactement. Et à la 3e fois, tu t'es dit... À la 3e fois, je me suis dit, c'est fini. C'est bon, c'est que c'est pas pour moi. Ok. C'est que c'était un rêve, c'était quelque chose que je voulais faire. Aussi lié à mes parents. Mes parents étaient à la police. D'accord. C'était quelque chose que je rêvais de faire. Et finalement, je me suis dit, si au bout de 3 fois, ils trouvent que j'ai pas le caractère ou que j'ai pas la façon d'être ou qu'ils souhaitent, malgré les épreuves sportives, malgré les épreuves de français, qui sont pas évidentes non plus et où il y a passablement d'échecs quand même, je me suis dit, c'est que c'est pas pour moi. Il faut tourner la page, il faut faire autre chose. Ouais.
Et l'emploi que j'avais d'être comptable m'a permis en fait de me dire il y a d'autres perspectives, on peut faire autre chose dans la vie que policière et que gestionnaire de commerce. Donc il faut y aller. Puis je trouverai quelque chose qui me passionne réellement. Ouais. Et du coup, dans cette même société, il y avait une responsable RH et une autre employée qui faisait assistante RH. D'accord. Cette assistante est partie et de discussion avec eux, je leur ai quand même posé la question si, étant donné que j'étais petite main, est-ce que je pouvais aussi les aider pour faire établir des certificats de salaire, des certificats de travail. Ouais. Il y a aussi certificat de salaire, peut-être. Oui, c'est plus la compta, ça, en effet. Puis c'est beaucoup plus poussé. Enfin, on peut pas faire ça seul, ça, du premier coup. Mais voilà, de pouvoir aider aussi à trier les CV, de faire tout ça. Ouais. Et puis, alors j'ai eu de la chance, hein, c'était une société très ouverte qui avait vraiment envie. Finalement, j'étais là, je connaissais bien la société, donc pourquoi pas ? Essayons. Et c'est vrai que là, c'est découvert vraiment mon domaine, on va dire, le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise, dans le domaine où je suis le mieux. Ouais. Mais du coup, t'es pas resté là-bas, alors ? Non. Mais ça, t'as fait combien de temps, cette petite partie RH peut-être une année, un petit peu moins d'une année, je pense. Ok. Pourquoi ? Parce que finalement, je me suis dit, de nouveau, forme-toi. Tu veux faire ça, c'est bien, mais forme-toi et essaye de trouver quelque chose qui corresponde à ce que tu as envie de faire. Ouais. Ce que j'avais, du coup, c'était le certificat fédéral d'assistante en ressources humaines. D'accord. Comme choix et comme possibilité de le faire. Ça s'appelait pas... C'était pas un brevet à l'époque. Maintenant, il y a les deux. Il y a le certificat on peut commencer par brevet. l'assistante RH, le certificat, et puis après faire le brevet pour pouvoir faire d'autres postes liés aux ressources humaines. Et du coup, le problème, si on veut bien, pour pouvoir faire ce certificat, il fallait avérer de plus de 60% de taux d'activité dans ce domaine-là. D'accord. Okay. Donc c'était vraiment important. Il me semble que ça a changé maintenant, mais c'était vraiment important de pouvoir dire, si vous faites cette formation, c'est qu'à côté, vous pouvez l'exécuter. Ouais. Ça avait du sens, disons. Bien sûr. Donc, je savais que la société où j'étais, c'était pas possible. Ils n'avaient pas cette possibilité-là à autant de taux d'activité uniquement assistante RH. C'était pas possible. Du coup, j'ai commencé à chercher et puis j'ai trouvé un autre poste aussi dans une société de sécurité. Où là, c'était du 100% assistante RH et employée de commerce. Donc, j'avais cette opportunité, disons, de pouvoir commencer vraiment dans ce domaine-là. Ok. Donc, j'ai pris cette place-là, qui était sur les Hauts de Lausanne. Et puis, C'est quoi ? C'est Securitas en haut à Fourmi, là ? Non, c'est une société privée qui travaille dans la sécurité vidéosurveillance et alarme pour les sociétés. Et puis, arrivé là-bas, j'ai commencé en parallèle ce certificat fédéral qui était de 1 année. Ok. Donc voilà, j'ai commensé et j'ai terminé. C'était des cours du soir, c'était le week-end, comment ça se passe ? C'est des cours du soir. Ouais. C'était, je ne vais pas dire de bêtises, mais 2 fois par semaine. Non, ça c'était après. 1 fois par semaine pendant 1 année. Ok. Donc vous travaillez la journée et puis le soir à 18h30, vous commencez vos cours. Et puis à l'époque, j'avais déménagé sur Colombais. D'accord. Je travaillais sur les Hauts de Lausanne, donc ça faisait déjà passablement de route. Ouais. Et les seuls cours que j'ai trouvés dont les horaires me convenaient et pas trop loin de chez moi parce qu'il fallait quand même rentrer après, c'était Sion. Donc je faisais Lausanne-Sion 1 fois par semaine et puis après je rentrais chez moi sur Colombais. Ouais. Et ça a duré une bonne année. Ok. Une bonne année où à la fin je me suis dit on va peut-être se rapprocher de Lausanne si on a envie d'y vivre et d'y travailler, c'est plus simple. Ok. Et après ce certificat, t'es resté combien de temps dans cette nouvelle entreprise ? 4 ans. 4 ans, ok. J'ai fait 4 ans dans cette société. Et puis, ça se passait plutôt bien. Après, j'avais envie de voir vraiment... Ça m'a vraiment passionnée, cette année de formation d'assistante RH. C'est un domaine qui était tellement pas mis en avant à l'époque. Même maintenant, je trouve qu'il pourrait être plus pris, je dirais pas au sérieux, mais plus...
par rapport aux employés, à toute une structure d'entreprise, je trouve que la partie ressources humaines est vite, si on a le temps, on va vite faire ça. Puis si vraiment il n'y a pas de responsable RH, on mettra ça avec le comptable ou bien l'informaticien. Ouais. C'est un petit peu ce que je ressens aujourd'hui, et même avant, c'était aussi encore plus comme ça. Justement, là, dans le rôle que tu avais, pour des gens qui connaissent peut-être pas bien les RH, explique-nous les différentes tâches que tu avais justement dans une moyenne structure, si on peut dire ça comme ça, ou petite structure. Je sais pas, il y avait combien de collaborateurs On était une vingtaine. Ouais, ok. Donc, moyenne entreprise. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu avais comme tâche à faire? Alors avant, tu as parlé des certificats de travail. Là, c'est plus de la rédaction. En Suisse, on aime bien faire des certificats de travail qui expriment un peu comment était la personne et tout. Qu'est-ce que tu as été mené à faire d'autre, et pourquoi ça t'a autant plu? Parce que les RH, il peut y avoir un côté très technique, un peu, la LPP, le machin, l'optimisation, les trucs un peu comme ça, qui sont un peu plus proches des finances que le côté humain. Puis il y a aussi un côté très humain qui est aussi proche proche du management, parce qu'on fait du recrutement, etc. Qu'est-ce qui t'a plu en fait le plus dans ces RH? Je pense que ça reste quand même cette proximité avec les gens. Vous engagez des employés que vous allez finalement suivre. Vous allez suivre quand ils doivent poser des vacances, ils sont absents, quand ils ont des difficultés pour organiser des formations, par exemple, pour eux, dans leur métier, afin qu'ils se tiennent leurs compétences à jour. Ouais. Et puis, il y a des parties beaucoup moins drôles. L'établissement des salaires ou le triage de CV, c'est pas passionnant, mais il faut le faire. Et puis, finalement, ça fait partie du métier. Ça vous permet aussi d'avoir un côté du métier qui est très carré, très chiffre, très droit. Et puis, un autre côté où vraiment vous faites plus du projet RH, vous améliorez peut-être la qualité de vie aussi des gens dans l'entreprise, tout en suivant quand même la direction de votre directeur ou bien de l'entreprise. Ouais. Donc 3 ans d'apprentissage, 3 ans dans la première entreprise, 4 ans dans la seconde. Donc là, tu as quoi, 26, 27 ans? 25. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait changer? Tu as eu besoin tout d'un coup de voir autre chose, ou tu avais envie d'évoluer? Ouais, j'avais envie d'évoluer, effectivement. Et j'avais 2 choix, du coup, à la fin de ce diplôme. Ouais. J'avais le choix de faire le brevet, qui m'aurait permis d'asseoir un petit peu mes compétences et d'être très, très orientée RH. Ouais. Et puis, j'avais cette partie de moi qui me disait, oui, mais bon, si tu fais le brevet, peut-être qu'en fait, tu seras RH toute ta vie. Et ça me faisait un peu peur, finalement, de me dire à 25 ans, mais si tu fais ça toute ta vie, t'es prête à faire ça? Et c'est comme ça que je me suis dit, peut-être ouvre-toi des portes. Fais quelque chose de plus large qui te permette de rebondir, de faire autre chose, de pouvoir vraiment changer de domaine au moment où tu le souhaites. Ouais. Du coup, j'ai un petit peu regardé, et il y avait cette formation qui est toujours en cours d'emploi, qui est économiste d'entreprise en école supérieure. D'accord. Donc, c'est des cours du soir. Sur 4 ans? Sur 4 ans, exactement. Ouais. Donc, 3 ans de cours et 1 année de travail de diplôme. D'accord. Ouais. Donc, 3 grosses années où on parle de 2 soirs par semaine de cours, plus un samedi par mois. Ouais, c'est assez intense. Hein. Je crois qu'on parle de... J'avais une amie qui avait fait ça. Sauf erreur, on conseille d'être à max 60% pour pouvoir encaisser. Et puis, c'est vraiment le maximum. Je crois que plus à l'aise, c'est 50%. Alors, ça, c'est les recommandations. Ouais. Après, il y a la vie. Donc, clairement, quand j'ai commencé cette formation, j'avais un appartement, j'étais toute seule. Enfin, ouais. Je ne pouvais pas faire autrement que de travailler. Donc, je travaillais à 100%. À 100%. Dans ma volée, on était... c'était 10, donc c'est 10 par classe. On était 9 à travailler à 100%. Une seule personne qui avait la possibilité de travailler moins. Donc, en tout cas, c'était les débuts de ces écoles supérieures pour lesquelles on s'est vraiment battu pour que ça soit reconnu. Ouais. Et que vraiment, même encore aujourd'hui, souvent on me demande « mais c'est quoi ?» Mais en fait, tu as fait l'HEC? Non, pas du tout. C'est une école supérieure. Alors ça ressemble, les comment on appelle ça? Les parcours de formation sont identiques. Donc, on fait les mêmes matières, on a les mêmes examens, c'est la même chose. Ouais.
La différence, c'est que vous travaillez à côté et que vous n'avez pas... Les cours sont le soir. Le soir, 2 soirs par semaine et le samedi. Ouais, c'est intéressant parce que l'école supérieure, donc, à laquelle tu peux accéder sans maturité, en fait. Avec un examen. Voilà, contrairement à la HEIGVD à Yverdon, qui peut aussi se faire sur 4 ans en cours d'emploi, mais qui, du coup, est aussi super intense en termes de rythme. Donc là, tu as eu un examen. C'était quoi comme type d'examen pour rentrer dans cette ES ? C'est un examen comptable, principalement comptable, pour savoir quelles sont les bases qu'on a en comptabilité. Et puis après, un questionnaire sur l'économie en général, avec des questions sur l'entreprise, il y avait des questions RH, il y avait un petit peu de tout parce que finalement, c'est quand même 8 ou 9 branches qui vont du marketing aux ressources humaines, à la comptabilité, puis à la gestion d'entreprise surtout. Ouais. Donc, ils font cet examen pour tous ceux qui n'ont pas fait un parcours gymnasial, de savoir un peu où vous en êtes. Ouais. Et puis ça, c'était basé où ? Alors, l'examen, je l'avais fait à Lausanne, sur la rue... je connais pas. mais l'école, elle était... Ah, l'école, c'était la Vallée de la Jeunesse, du coup. Ah, d'accord. Oui, moi, j'ai fait ça au sein de... Ça s'appelait Virgile Formation, c'était le SECO. Ouais, ok. Et sauf erreur, maintenant, il s'appelle plus non plus comme ça. Ils ont changé de nom, mais ça s'appelait le SECO. Ok. Et ça, t'avais quand même des frais d'inscription, donc c'était quand même... C'était une formation qui était... Payante. Payante, ouais. Ok, donc le diplôme à la fin était fédéral, enfin, comme c'était une ES. Par contre, c'était donné par une entité privée, en fait. C'est ça. J'ai fait ça donc, jusqu'en 2018. Et à l'époque, en tout cas, c'était 100% payant. Donc, on parle de 35 000 francs sur 4 ans. Waouh, ok. À sortir, qui est bien différent d'une école de commerce, sauf erreur, on voit gymnasial ou universitaire, sauf erreur, c'est pris en charge. Oui, alors c'est du public, donc oui, c'est minime, c'est 400 francs par année ou 700, enfin je sais plus, mais non, ça n'a rien à voir. Donc ça, t'avais mis des sous de côté, t'as pu échelonner un peu le paiement. Comment t'as réussi à encaisser ça ? Alors j'en ai discuté avec mes parents, bien entendu, ils ont beaucoup de soutien pour ça. Ils ont dit, fais-le, mais faut aller au bout, puis il faut réussir. Donc en gros, c'était ça, moi je mets le maximum que je peux pour payer. Tout ce que je peux payer, je le paye. Et puis, si je réussis et que je finis, ils solderont la facture. C'était un peu le deal que j'avais avec mes parents par rapport à ça. Et puis, je suis allée jusqu'au bout et on a pu tout solder. Bon, mais tu t'es quand même organisé pour qu'ils aient pas que 500 francs à solder à la fin, ou bien ? J'ai fait du mieux que je pouvais. Ok. Bon, pour finir, il y a 30 000 francs. C'est ça. Vraiment, je me suis démené. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais malheureusement. Ok. Et donc là, tu as fait cette formation, mais du coup, tu avais changé de travail, en fait. Exactement. Ouais. Où est-ce que tu travaillais pendant cette formation-là ? Je travaillais dans une société c'est rigolo, mais je travaillais au bureau dans une société de vente Cats and Dogs. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr. Ça n'existe plus non plus. Ils vendaient tout du matériel et puis des aliments pour les animaux de compagnie. Ouais. Moi, je connais Shabadog à QJ. C'est un peu le même... C'est un peu la même chose. Il y a un magasin, puis je pense qu'il y avait déjà un peu du shopping en ligne à cette époque-là, ou non, pas alors encore ? pas du tout. Et je pense que c'est ça qui n'a pas aidé la société, c'est que cette transition-là n'a pas été prise. Ce virage n'a vraiment pas été pris. Ouais. On était sur l'expérience client, l'accueil en magasin, avoir des magasins en ville. Par exemple, on avait beaucoup de succursales à Genève et c'était vraiment dans chaque petit quartier ou chaque petite rue de Genève, on voulait un Cats and Dogs pour que les propriétaires d'animaux aient pas trop de trajets à faire avec leur paquet de croquettes et puis leur matériel. Ok. Donc là-bas, tu as fait toute ta formation. Donc tu as fait pendant 4 ans, tu étais là-bas. Exactement. Sur quoi tu as fait ton diplôme ? Tu m'as parlé d'un diplôme avant, en 4e année. Tu as fait sur quel sujet ? J'ai fait ça sur l'intégration du personnel. D'accord. Donc c'était de sélectionner une entreprise, de voir avec eux qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui de mis en place. Donc on parle d'une PME d'une
centaine de collaborateurs. Qu'est-ce qui était aujourd'hui mis en place quand on engage quelqu'un ? Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous faites ? Et comment on fait pour qu'à la fin de la semaine, de la première semaine de l'employé, il soit au courant un petit peu des process, de à qui est-ce qu'il peut demander quoi, et puis comment ça se passe pour lui aussi d'avoir un retour. Et c'était assez drôle parce que j'ai interviewé, interrogé et fait des documents sur plusieurs sociétés. D'accord. Donc des sociétés dans l'horlogerie qui sont quand même énormes. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de process aussi en interne à des sociétés où il y en a pas du tout. Et pour eux, on engage quelqu'un et puis finalement il arrive, puis il s'y fera et puis il connaîtra du monde et puis s'il sait pas, il demande à son collègue. C'était un petit peu le grand écart dans ce travail-là de diplôme, c'était de voir cet écart entre les sociétés. Ok. Et puis tu te rends compte que c'était quoi les constats ? Est-ce que vraiment dans une grande entreprise où il y a déjà des processus et tout, est-ce que le collaborateur se sent finalement mieux accueilli ou pas que si il arrive dans une petite entreprise où tu prends tout de suite la pause avec tout le monde, hein, parce que des fois trop de processus tue le processus. Exactement. C'est un peu ce que j'ai remarqué. Je pense qu'il y a les deux extrêmes. Et c'est bien de se situer un petit peu au milieu. Dans une société horlogère, c'était un processus incroyable. En théorie, c'était vraiment, vraiment parfait. Okay. La personne était accueillie, elle avait des emails à l'avance, une semaine avant son engagement. Le jour de l'engagement, il y avait quelqu'un qui était référent. On lui présentait toute la société, un petit peu tout. Et puis finalement, il était très très bien ce processus, mais il était comme ça depuis une dizaine d'années et il y avait aucune idée, même pas l'hypothèse de pouvoir en changer. Il a toujours été comme ça, il restera comme ça, et puis tout le monde le connaissait et ce processus, et c'était ok comme ça. Okay. Mais finalement, je pense que un bon accueil de collaborateurs va aussi avec le type de poste qu'il va occuper. La période dans laquelle il arrive par rapport à l'entreprise, si c'est une période où tout le monde tire sur la corde à fond parce qu'il y a énormément de travail, ou si c'est une période un petit peu plus calme, où on prend aussi peut-être plus le temps d'accueillir les gens. Ouais. Enfin, il y avait ça, et des autres entreprises plus petites où on accueillait les gens en leur disant bonjour, et puis on prend à 9h le café tous ensemble, et puis bienvenue. Ouais. On part du principe que tu connais ton métier, tu vas t'y faire, tu vas connaître, et puis advienne que pourra. Ouais. Donc voilà, ces deux extrêmes-là, je pense vraiment qu'il faut avoir un juste milieu, et c'est ce que j'ai fait ressortir dans mon travail de diplôme, justement. Avoir une base, c'est très bien pour rien oublier, finalement. Ouais. Pas oublier de dire bêtement, mais la cafétéria, elle est là, les toilettes sont ici. Ça peut être vite stressant pour un collaborateur le premier jour de devoir demander, en fait, est-ce que je peux chauffer mon repas ? Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Enfin, comment ça se passe ? Ouais. Donc voilà, avoir ce fil conducteur finalement, sans en faire trop et d'avoir quelque chose de trop rigide. Et à la fin de ton travail de diplôme, c'est là que t'es partie de cette entreprise, ou bien t'es resté un petit moment chez eux encore après ? Je suis restée encore un petit moment. Ouais. Et puis après, on nous avait annoncé que clairement c'était compliqué. La société, ça devenait compliqué. Ouais. Et puis on nous a dit que si on avait une opportunité, on partait, ils nous libéraient, disons. Et puis que si on trouvait rien, on pouvait rester, mais que ça allait se terminer gentiment, disons. Ok. Et donc, du coup, tu as commencé à chercher ou... Exactement, du coup, de nouveau, donc recherche d'emploi avec un diplôme en plus. Donc finalement, je me suis dit, ça va aller, on va y arriver, on va trouver quelque chose. Et puis, je suis retournée dans la sécurité et la gestion de parking. D'accord. Sur la région de Renan. Ok. Et puis là, j'ai refait un emploi de responsable RH, du coup. Ok. La suite, le même métier dans une structure différente, avec aussi une vision un petit peu différente des choses. Parce C'était quoi qui était différent ? Toi, tu avais une vision différente ou l'entreprise où tu es arrivé avait une vision différente ? Alors les deux, clairement pas, c'était pas du tout les mêmes domaines, mais même moi, je pense que je me suis dit, il y a des choses que j'ai peut-être fait dans cette société en tant que responsable RH que je ferais différemment dans cette nouvelle société, parce que on a appris d'autres choses. Ce diplôme-là m'a demandé beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie finalement, et puis l'avoir réussi, ça m'a
permis d'avoir plus confiance et de savoir que le métier, je le connaissais. Il fallait maintenant prendre de la bouteille et puis de l'expérience. Ouais. Et t'es resté combien de temps dans ce nouvel emploi ? Je suis restée, du coup, 3 ans et avant d'être où je suis aujourd'hui. Ok. 3 ans. Et c'est là où t'as commencé aussi à avoir des enfants, j'imagine ? Non, c'est avant. Avant, ok. Avec mon conjoint, on vit intensément. Du coup, on s'est dit que cette dernière année de diplôme, où je faisais mon travail de diplôme, D'accord. Je suis tombée enceinte. Okay. Et on s'est dit, go. Et puis, on va prendre les choses comme elles viennent. Donc, j'ai fini mon travail de diplôme... Très enceinte. Très enceinte. et voilà, j'ai eu ma première fille à ce moment-là. D'accord. Et puis, ensuite, j'ai changé d'entreprise dans la société de gestion de parking. Ouais. J'ai eu ma deuxième fille. Ok. Et ça, comment t'as pu... t'avais un poste de responsable, donc qui est quand même un poste à responsabilité. Est-ce que t'étais déjà à temps partiel en changeant d'emploi après ta première fille, ou est-ce que t'étais à 100% ? Comment t'as goupillé déjà ça ? Ouais, alors non, ma première fille, j'ai repris à 80%. D'accord. Donc j'avais 1 jour par semaine, et puis après j'ai gardé mon 80% là jusqu'à il y a récemment finalement, où je suis maintenant à 70%. Maintenant t'es à 70%, ok. Et du coup ton nouvel emploi, comment tu l'as trouvé, et puis qu'est-ce que aussi t'as fait que t'es parti de l'autre société ? J'aime bien parce que t'as des cycles de 3-4 ans à chaque fois. C'est exactement ça. Est-ce que avec du recul, est-ce que t'arrives à identifier qu'est-ce qui tout d'un coup te donne envie de changer ? Ouais, je le sais, mais ça a toujours été, ça date depuis toujours. C'est que je m'ennuie finalement assez rapidement. D'accord. C'est pas le métier, c'est pas la société, c'est vraiment le quotidien finalement. C'est de pas pouvoir avancer. Alors ça reste très frustrant quand même, mais même en apprentissage, c'était pareil. C'est de voir des choses qui vont mal dans une société où vous dites au quotidien, ça c'est vraiment compliqué. Ça marche pas. Et d'amener des solutions et de dire, mais si on ferait comme ça, peut-être ça irait mieux. Et toujours d'avoir ça, non, mais on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça fonctionne, ça fonctionnera. Donc on va rien changer. Okay. Et c'est très frustrant pour moi. Et j'ai pas trouvé... Alors aujourd'hui où je travaille, c'est beaucoup mieux de ce côté-là, parce que j'ai un directeur qui a envie de grandir, qui a envie d'avancer, qui a plein d'idées, qui veut faire plein de choses. Donc finalement, il faut que la structure, elle grandisse. Donc on n'a pas le choix de changer les choses. D'accord. Mais toutes les autres sociétés où je travaillais avant, elles étaient soit très pérennes, donc du coup, il n'y a aucune raison de changer. Ça a toujours fonctionné. Question, c'est comme ça. Et puis, des sociétés comme Katzendogs qui étaient plutôt en déclin. Donc, effectivement, on ne va pas changer grand-chose parce que déjà, ça ne va pas. Ouais. Mais oui, je pense que ça vient de là, ce cycle de 3-4 ans. C'est une frustration. Et puis, cette envie de faire différemment et de faire mieux. Ok. Et raconte-nous où tu es maintenant et puis... qu'est-ce que tu peux mettre en place, justement, ou qu'est-ce que tu as pu changer, ou qu'est-ce qui est fondamentalement différent, puis qui fait que tu t'épanouis peut-être plus maintenant ? Alors, où je suis maintenant, il faut savoir qu'avant, la fonction ressources humaines était rattachée à la comptabilité, qui était elle-même rattachée à l'informatique. Donc un très bon exemple, une très bonne illustration de ce que tu disais avant. Exactement, c'est que c'était un comptable qui, quand il avait le temps, faisait de l'informatique, puis quand il avait le temps, il faisait un peu de ressources humaines. Pour combien de collaborateurs ? À l'époque, ils étaient en tout cas 50, un peu plus de 50. Waouh, ok. Et ça devient ingérable. Finalement, vous faites rien de bien. Vous faites vite un peu de comptable, vite un peu d'RH, puis vite un peu d'informatique. Donc, c'est quelque chose qui devait clairement changer. Donc, ils ont recruté du monde en comptabilité et puis ils ont externalisé l'informatique. D'accord. Ce qui fait que la personne qui était après avait cette partie uniquement comptable, l'informatique c'était dehors, et ils avaient engagé quelqu'un pour les ressources humaines, mais pas vraiment nommé ressources humaines, mais gestion du personnel, des salaires, et puis après toutes les tâches annexes finalement étaient un petit peu sur chaque responsable.
Un responsable avait une bribe de temps, il faisait un petit peu de la lecture de CV. Un autre avait une bribe de temps, il regardait les conflits collaborateurs. Enfin voilà, c'était un petit peu comme ça. Ok. Et puis, quand ils m'ont engagée, c'était vraiment de dire, voilà, maintenant, on veut vraiment que la partie ressources humaines soit une entité ou un département, finalement. Donc là, on arrive, maintenant, ça fait 2 ans et demi, de nouveau en discussion avec mon directeur, parce qu'avec ses envies de grandir, il me faut quelqu'un. Ouais. On est passé 100 collaborateurs maintenant, je travaille à 70%. De nouveau, je peux pas tout faire, mes collègues non plus. Donc il faut qu'on renforce ce département. Mais avant d'en arriver là, il a fallu mettre en place quelques procédures, voir un petit peu aussi comment ça tournait. J'ai pas pour habitude, dans les sociétés où j'arrive, d'arriver avec mes grands sabots et puis de dire allez, hop, on révolutionne tout. Ouais. Il faut y aller petit à petit et puis il faut amener les expériences que vous avez eues avant. C'est quoi les expériences que tu as eues avant ? Qu'est-ce que tu as senti à des entretiens avec ton directeur actuel où tu t'es dit waouh, là j'amène un truc en fait. Là j'ai passé la trentaine, j'ai un bagage maintenant, j'ai plus de confiance, j'ai du recul, j'ai travaillé dans des secteurs différents. Qu'est-ce que là j'amène très concrètement et puis qui fait bouger les choses, quoi. Moi, je pense au niveau du recrutement surtout, parce que avant, en tout cas dans la société, on recrutait un petit peu les gens qu'on côtoyait, les clients qu'on avait vus, les personnes qui gravitaient autour de la société. Et je pense que c'est bien d'avoir cette composante très humaine dans un recrutement, mais il y a quand même des compétences qui doivent être présentes. Et puis, c'est un ensemble, c'est un tout. Vraiment, le poste, il doit être défini, mais pour mettre la personne à ce poste-là, il faut voir pas mal de facettes de la personne pour faire les bons choix. Donc, c'est assez nouveau quand même pour eux. Et puis, je pense réellement pouvoir amener ça de différent aujourd'hui. Et puis après, tout ce qui est de nouveau procédures RH, ils ont beaucoup de procédures pour métier, pour le transport en transport public, pour le transport camion. Ouais. Mais toute cette partie RH, finalement, qui a toujours été faite un petit peu quand on avait le temps par un petit peu tout le monde qui pouvait donner un coup de main, personne pouvait s'asseoir et puis dire « Ok, bon, maintenant, la procédure salaire », parce que comme je suis toute seule aujourd'hui à ce poste-là, il faut bien faire un process pour dire « Si demain, je suis pas là, il va quand même falloir verser le salaire de 100 personnes. » Donc, bien sûr. Il faut qu'on ait une procédure claire et puis des fichiers liés à ça. Et justement, explique-nous un peu. Je crois que je t'ai pas posé la question. Quelle entreprise c'était et puis qu'est-ce que vous faisiez maintenant ? Oui, alors la société, c'est la Société Anonyme des Autotransports de la Vallée de Joux. D'accord. C'est une société qui a plusieurs domaines. Donc un domaine de transport poids lourd et puis un domaine de transport public, donc en bus. Ouais. Et dans chaque domaine, on a pas mal d'activités. Donc, dans le transport poids lourd, on peut faire du déneigement, comme du transport en benne, les containers des privés sur la vallée de Joux. Ouais. Et puis, dans le transport en bus, on a une partie ligne, qui est la ligne publique de la vallée de Joux. Et puis, ensuite, le scolaire. Donc, on transporte des enfants sur différentes zones du canton de Vaud. Ok. Et puis, après, on a encore une partie navette et VIP, où là, on est plus dans un monde horloger, où on transporte des ouvriers de la frontière française jusqu'à la vallée de Joux, aller le matin et retour le soir. Et puis, une partie VIP où on transporte des depuis personnes... Depuis l'aéroport, comme ça. Exactement, depuis l'aéroport de Genève ou bien depuis l'hôtel des horlogers. Ouais, donc en fait, vous avez un panel d'activités et de public cible qui est... énorme. Qui est hyper large, en fait. Qui est hyper large, exactement. Et du coup, avec des besoins comme tu le disais, des besoins de profils qui sont hyper variés, parce que j'imagine bien que le mec qui déneige et puis l'autre mec qui va chercher un client VIP à l'aéroport de Genève, c'est peut-être pas le même profil, quoi. Exactement, c'est pas le même permis de conduire, c'est pas le même profil, c'est pas le même véhicule, donc ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de monde très différent, effectivement. Et ça, est-ce que par exemple pour le transport VIP ou des choses comme ça, est-ce que c'est quelqu'un qui est dédié qu'à ça ? Est-ce qu'il y a énormément de demandes
et puis ça suffit pour un 100%. C'est-à-dire qu'il y a une personne dédiée à ça, puis qui fait des allers-retours un peu toute la semaine, j'imagine avec beaucoup de flexibilité au niveau des horaires. C'est ça. Ou est-ce que tout d'un coup, c'est quelque chose qui est très niche et puis qui est sur demande, et puis c'est un pôle de personnes qui peut être mené à faire ça? Exactement, c'est plutôt dans cette dynamique-là. Chauffeur de bus, c'est un métier que j'ai découvert qui est extrêmement compliqué. Vraiment, je tire mon chapeau à tous les chauffeurs de bus qu'on a chez nous et tous les autres. Ils travaillent principalement à taux réduit, simplement parce qu'on ne peut pas faire d'horaire sur la semaine pleine. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup le matin, très tôt le matin, sur la période scolaire, à 8h, enfin 7h30, 9h. Mais après, entre 9h et midi, il n'y a plus beaucoup de demandes, hormis la ligne de bus qui, elle, tourne tout le temps parce que ça reste une ligne publique. Tout le reste en transport de bus, c'est très compliqué. Et après, ils travaillent une petite partie à midi et puis le soir. Donc, c'est un petit peu comme un métier de cuisinier où vous avez des coupés. Vous vivez en coupé tout le temps. Ouais. Donc, on peut avoir des collaborateurs qui vivent en plus loin de chez eux, donc qui n'ont pas la possibilité de rentrer à midi ou de rentrer pendant leur coupure. Ouais. Et puis, du coup, on les voit au dépôt à 7h et on les voit au dépôt à 19h. Wow. Et ils ont eu des coupés entre deux. Donc, finalement, ils n'ont pas travaillé, mais ils n'ont pas la possibilité de rentrer non plus. Ouais. Ça reste des métiers très, très compliqués. Passion. Vraiment des métiers passion. Ok. Tu disais avant que tu devais... élargir ton petit département RH. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour engager un ou une apprentie employée de commerce? Exactement. On a la volonté d'avoir une employée de commerce, une apprentie employée de commerce sur les deux sites, parce qu'on a le site d'Éclépant et le site de la Vallée de Joux. D'accord, ok. Aujourd'hui, sur le site de la Vallée de Joux, l'apprentie termine là, cet été. Ok. Donc, on va renouveler, on essaye de renouveler justement ce poste-là. Ouais. Et puis, pourquoi pas l'ouvrir en bas. Okay. La seule chose qu'on veut, c'est que ça soit un apprenti employé de commerce. Ouais. Donc, il ne va pas pouvoir être que dans mon département. Il faut qu'il puisse voir de tout, faire de tout. Et puis, où j'insiste vraiment, je pense, suite à mes expériences personnelles, c'est que ça ne soit pas de la main-d'œuvre pas chère, mais un réel apprenti qui est là pour apprendre, faire plein d'erreurs. Et puis, justement, se confronter au monde du travail jeune. Et puis apprendre, qu'est-ce que c'est les codes, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'il peut mettre un pied dans l'emploi comme ça. Tu as déjà fait la formation de formatrice en entreprise? Non, c'est ce qui me manque. Okay. C'est ce que je discute aujourd'hui. On a une formatrice sur la Vallée de Joux. Ouais. On n'en a pas sur Éclépant. Donc voilà, c'est une discussion ouverte chez nous de voir qui, en accueillant une apprentie ou un apprenti employé de commerce à Éclépant, qui pourra s'en charger. Je crois qu'il y a un défi, c'est que toi, comme tu es à temps partiel à 70%, tu vas devoir avoir une autre personne qui soit est à 100%, soit est à 70%, qui pourra aussi chapeauter l'apprenti ou l'apprentie. Mm-hmm. Mais les cours, je crois que c'est facilement accessible. Et puis maintenant, même, on peut faire qu'en ligne ou en hybride aussi. Donc, c'est ce que m'a expliqué ma collègue qui elle a fait les cours. Maintenant, on peut faire justement une partie où c'est en ligne et une partie où c'est en physique. Et surtout, tu peux déjà engager, souvent ils sont assez chill dans le sens où tu peux engager un apprenti et puis dire que tu vas faire les cours durant l'année, etc. Je crois qu'ils sont assez flexibles avec ça. Donc en tout cas, il ne faut pas que ce soit une barrière pour toi de te dire « Ah bon, je ne sais pas si c'est déjà le bon moment pour engager un apprenti ou une apprentie ». Parce qu'en fait, tu peux aussi faire les cours un peu sur le tas. Dernière question, si tu devais donner un conseil à la petite Charlotte, la jeune Charlotte, 15 ans, qui commence son apprentissage demain, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je lui dirais de prendre les choses comme elles viennent, très clairement, et puis d'avoir juste l'envie et l'importance de vouloir faire quelque chose qui nous plaît finalement, de se laisser toutes les portes ouvertes dans la tête et que si une porte se referme, d'aller dans les autres et puis de continuer et puis d'avancer.
Merci beaucoup en tout cas Avec pour plaisir. ce riche partage. Et puis à tout bientôt. À bientôt.